De 1864 à 1924, environ 21 000 détenus de droit commun ont effectué leur peine de prison au bagne de Nouvelle-Calédonie. Pour l'essentiel, ce furent des hommes. Seulement 500 femmes firent ce voyage sans retour. Des milliers d'entre eux ont cassé des cailloux pour construire des routes, des ponts ou des églises. D'autres ont travaillé la terre ou ont été employés dans l'administration. La région de la Foi fut le théâtre d'une expérience unique, celle de la cohabitation de colons libres et de colons pénaux. La République donnait ainsi à des bagnards méritants une chance de se racheter en cultivant un lopin de terre et en fondant une famille. Mais méritant ne voulait pas dire innocent. Les bagnards ne pouvant pas épouser une femme libre, l'administration les maria à des femmes au passé douteux, voire criminel. Ce fut parfois lourd de conséquences. En octobre 1883, le village naissant de la Foi est bouleversé par la disparition de la petite Firminy. C'est le premier enfant d'un couple de bagnards, la famille Roger. Il semblerait que la petite fille ait trompé la surveillance de ses parents pour courir dans les bois. Mais les recherches furent vaines. Firminy resta introuvable. Ce n'est que 2 mois plus tard qu'elle sera retrouvée morte, non loin du domicile de ses parents. Son corps à demi enfoui dans les feuilles. Ernest, le père, espérait encore. Il est anéanti. Le jour de la disparition, Célina avait dit à son mari qu'elle croyait que sa fille était avec lui. Ces justifications ne tiendront pas longtemps. Compte tenu de ses antécédents criminels, la culpabilité de la jeune femme sera vite établie. Par arrêt en date du 2 mai 1877, Célina Rosalie Briard, âgée de 30 ans, a été condamnée à la peine de prison à perpétuité pour infanticide. À Viremolin, petite ville industrielle des Ardennes dans le nord de la France, la jeune femme était couturière. Elle pratiquait aussi des avortements clandestins. On les appelait pudiquement des faiseuses d'anges. C'était un crime passible de plusieurs années de prison. Très vite, elle ne se contenta plus de supprimer des fœtus. Après une première condamnation pour suppression d'enfants en 1868, elle fut condamnée en 1877 aux travaux forcés à perpétuité pour infanticide. Elle arrivera dans la colonie par le Bordeaux le 11 décembre 1878. Contrairement aux hommes, les femmes n'étaient pas enfermées entre 4 murs. La fonction première des bagnardes n'était pas de purger leur peine en cassant des cailloux, mais de peupler la colonie. C'est ainsi que cette tueuse d'enfants multirécidiviste fut libérée avec la sacro-sainte mission de se marier et d'enfanter à nouveau. Elle ne purgera que 3 ans de prison. Puis l'administration pénitentiaire lui trouva un mari, Ernest Cyprien Roger. Lui n'a tué personne. Il s'est contenté de voler et d'incendier en Algérie. Il rejoint le bagne en 1876. Ces bagnards rencontrés sous l'œil vigilant des religieuses dans un kiosque qui se trouvait dans cette prison pour femmes, un parloir. Alors après 1 ou 2 rencontres du bagnard désireux de prendre épouse avec une des femmes condamnées, on concluait le mariage. Sur une journée, vous avez 7-8 mariages de bagnards concessionnaires avec une femme bagnarde qui se marie le même jour. On faisait presque des charters. Et puis même une femme condamnée à perpétuité pour des crimes horribles, elle trouvait tout de suite preneur. Et voilà Célina mariée à Ernest.
Les jeunes mariés s'installent à Fonvoiry, à La Foix, où la pénitentiaire avait octroyé à Ernest une concession pour cultiver la terre. Une nouvelle vie commence. L'infanticide n'a rien perdu de sa fertilité. Moins d'1 an après la cérémonie, le couple mettra au monde une fille, Firminy. Françoise naîtra l'année suivante. En fait, les sœurs de Cluny, on les a fait venir ici un peu comme auxiliaires de la colonisation pénale. C'est-à-dire que elles ont servi aussi bien pour le gardiennage de ces femmes condamnées qu'on a internées à Bourail, dans une espèce de bâtisse qu'on a appelée pompeusement couvent. C'était en fait une prison pour femmes. Mais je rappelle également que les sœurs de Cluny ont eu également en charge un internat destiné aux filles de condamnés, dans un endroit qui s'appelle la vallée de Fogacheux, entre Fonvoiry et Moindou, où là, on leur confiait les filles de concessionnaires pénaux de 3 ans à 16 ans, de façon à les former au métier de femmes de maison, au jardinage. Le but était d'en faire de parfaites mères de famille, de parfaites fermières. Je l'ai appris en 2015 seulement, quand Géry de Latière a sorti son livre « Chroniques sanglantes », où il avait réservé un chapitre « La vie tourmentée de Françoise Roger ». C'est là qu'on a appris que sa maman, Célina Briard, avait tué, donc avait commis un infanticide sur sa sœur. Auparavant, on savait, ou ma maman m'avait dit, que cette arrière-arrière-grand-mère avait été condamnée au bagne parce qu'elle était faiseuse d'anges. C'est-à-dire qu'elle faisait des avortements clandestins en France. C'est pour ça qu'elle avait été condamnée, c'est tout ce qu'on savait d'elle. Célina Briard, femme Roger, après avoir assassiné sa petite fille de 2 ans, Firminy, sur la concession de Thiers, à La Foix, a été bien sûr arrêtée et a été traduite devant le conseil de guerre de Nouméa. À l'époque, les condamnés, femmes ou hommes, étaient en effet jugés non pas en cour criminelle, c'est-à-dire l'ancêtre de la cour d'assises, mais étaient traduits devant un conseil de guerre qui avait le rôle de cour d'assises. Janvier 1884. Le conseil de guerre se réunit. L'affaire fait grand bruit dans la capitale. Firminy a à peine 2 ans quand sa mère l'entraîne gentiment dans la forêt. La petite s'attend sans doute à une belle promenade avec sa maman. Elle n'ira pas très loin. Célina s'empare d'une lourde branche de bois de fer. Elle lève son gourdin et l'abat de toutes ses forces sur la tête de son enfant. Le crâne est à demi éclaté, mais la folle furieuse s'acharne. Comment une femme peut-elle tuer 3 de ses enfants? C'est un monstre, un démon. On attend la mort pour ce crime horrible. Les juges ne la condamneront pourtant qu'à perpétuité, pour la seconde fois. Françoise, la deuxième fille de Célina, sera retirée à son père, qui ne la revit jamais. L'enfant sera élevé par les religieuses de l'orphelinat de Cluny, à Nouméa. Les femmes d'église n'avaient pas réussi à faire de Célina une digne mère de famille. Elles feront de sa fille Françoise une bonne épouse chrétienne, robuste et fertile. À 17 ans, la fille du monstre désire ardemment quitter les religieuses et vivre enfin sa vie. Elle rencontre alors Léon Wackenthaler, un jardinier qui travaillait non loin du couvent. Ce n'est pas un ange, loin de là, mais ce n'est pas un criminel non plus. Il n'a eu que 7 ans de bagne pour une faute lourde, une peccadille dans ce monde de criminels. Cet Alsacien aux yeux bleus, musclé et tatoué, plaît à Françoise, malgré une différence d'âge de 20 ans. Il incarne la virilité fantasmée de la jeune et pure Françoise. Quand elle a connu M. Wackenthaler, elle était vierge.
Et elle ne savait pas ce que c'était, comment il était fait, un garçon. Et quand elle m'expliquait, quand elle avait vu son mari avec ce qu'elle avait entre les jambes, je vous dis ça comme elle me l'avait expliqué, elle me disait, tout ça, moi, ça m'a fait peur. Ça m'a fait peur parce que je disais, mais qu'est-ce qu'il va me faire, quoi? C'était une femme qui avait tout le temps le sourire et qui racontait, et même avec des pointes d'humour, hein, elle nous racontait que quand M. Wacquenthaler, qui était 20 ans plus âgé qu'elle, est venu la chercher chez les sœurs à 17 ans, et ben, elle nous disait, moi, je ne savais rien de la vie. Et ben, après, il a fallu passer à la casserole, elle me disait ça. Le couple s'installera à Bourail. Léon ouvre un salon de barbier. La petite entreprise tourne bien. L'ascenseur social est en marche. La colonie peut être rassurée. Madame Wacquenthaler assure sans problème le renouvellement des générations. Elle a eu 3 enfants rapprochés. 4 ans de bonheur. Mais la chance tourne soudain. Le 30 décembre 1903, son mari se noie dans la rivière. C'est un accident. Bien d'autres femmes auraient plongé dans le désespoir. Mais Françoise a du caractère. Beaucoup de caractère. Elle ne se laisse pas abattre. Elle décide de reprendre le salon. Les femmes étant une denrée rare, elle ne tarda pas à être l'objet de convoitises. Le salon de coiffure ne manque pas de clients. L'un d'entre eux, un gendarme en poste à la brigade du village, est particulièrement assidu. Sa barbe ne demande pourtant pas plus d'entretien qu'une autre. Il n'y a pas de doute, Charles-Louis Amann tourne autour de Françoise. C'est un beau parti. Il n'est pas bagnard, lui. Ils auront 2 enfants. La vie de Françoise redevient normale. Un honorable mari, des enfants, un métier, tout va bien. Aujourd'hui, c'est la fête à Merret. La très catholique famille célèbre la montée au ciel de la Vierge Marie. Un brouhaha de joie et de bonheur règne dans la maison. Il y a des huîtres au menu. Alcide, âgé de 2 ans, sort de table. Il va dans la véranda où se trouve Tom, le jeune néo-hébridé, l'homme à tout faire de la maison. Personne ne se doute de rien. Tom prend la hache et éclate le crâne de l'enfant. Il frappera une 2e fois à la nuque. Alcide meurt immédiatement. Tom bondit alors dans la cuisine. Il est devant la petite Marie-Thérèse. Avec une violence inouïe, il lui envoie 2 coups de hachette. Elle s'écroule, la tête fracassée. Face à la rapidité de la scène, Marguerite, la mère des enfants, hurle. Elle se lève, tente de protéger son autre fille, Juliette, mais l'assassin est déjà sur elle. Il fend la tête de l'enfant et lui tranche le cou. La tête pendante n'est plus retenue au corps que par un lambeau de chair. Tom lève alors son arme ensanglantée sur Marguerite et lui donne un coup en plein visage. Elle s'écroule, la face entaillée de haut en bas. Le père Amann est, quant à lui, tétanisé par ce qu'il voit. Tom Naquel n'aura aucun mal à l'abattre en 2 coups, l'un sur le crâne, l'autre dans le dos. Désormais, Françoise se retrouve seule face au monstre. Elle court vers la porte où se trouve son petit-fils, un bébé qui dort dans son berceau. Elle hurle. Tom Naquel a déjà tué 5 personnes. Il ne compte pas s'arrêter là. Il lève son arme et frappe. Il lui porte 2 coups à la cuisse et à la tête. Il va l'achever. Non. Il s'arrête subitement et s'enfuit de la maison. Elle a tenu son bras, et puis alors elle s'est traînée de la pièce. Elle a vu son mari assassiné à ses pieds, parce qu'il était sur la véranda de devant. Elle s'est traînée. Il y avait un Malabar qui habitait à peu près à 300 mètres de chez elle. Elle a passé dans le para. Elle s'est traînée. Il y avait des marques de sang partout. Elle avait un courage immense, cette femme. Et elle a dit, Carpin, vite, ils sont tous morts. Vite. Alors lui, il avait qu'un vélo. Il a été avec son vélo à la fois. Une ambulance est venue dans l'après-midi de Nouméa.
Les gendarmes et le médecin arrivent enfin sur les lieux. Ils sont bouleversés par l'horreur de la scène. L'odeur du sang s'ajoute au râle des mourants. Les victimes frappées par la hache de Tom mourront très vite. Seule Françoise réussit à vivre. Elle gardera pour le reste de sa vie une grosse balafre au front et un seul bras. Elle mourra en 1976, à 94 ans. L'assassin est arrêté 4 jours plus tard. Il avoue tout de suite. Au cours de l'instruction, il maintient ses aveux et raconte avec précision ses gestes de mort. Le procès révélera que le principal grief que Tom nourrissait à l'encontre de ses employeurs était qu'il ne lui donnait jamais d'alcool. À Port-Vila, ses amis lui avaient affirmé qu'à Nouméa, on buvait beaucoup d'alcool. Tom sera condamné à mort. Il n'aura cependant pas besoin de la guillotine pour exécuter sa peine. Il décédera en effet quelques semaines plus tard dans sa cellule. Officiellement, des suites d'une tuberculose généralisée. Quand ils ont embauché ce néo-hybridé-là, il avait 20 ans. Et interdiction de boire. Il ne fallait pas lui donner de vin. Alors mon grand-père, lui, comme bon métro qui se respecte, M. Hamann, il avait sa cave, il fallait descendre les escaliers extérieurs, et ce jour-là, il n'a pas fermé la porte. C'est un homme qui aimait les enfants. Il s'occupait que des enfants. Il ne faisait rien d'autre. Et ma grand-mère me disait, c'est quand même malheureux, il aimait les petits. Et comment il disait? En prison, il faisait des prières. Et il marquait sur les murs le nom des enfants. On sentait que c'était un homme qui se reprochait d'avoir fait ça. Et il pleurait constamment. C'était le vin qui lui a fait tourner la tête. Il est devenu sanguinaire, quoi. Les néo-hybridés ont constitué la première main-d'œuvre immigrée les premières heures de colonisation. Mais ces néo-hybridés étaient souvent employés dans des conditions difficiles, des conditions de vie qui les amenaient à commettre souvent des crimes, des attentats contre leurs engagistes. Peut-être que les salaires n'étaient pas bien payés. Bien sûr, c'est des gens aussi qui pensaient venir ici en ayant certaines libertés, facultés qu'ils n'avaient pas chez eux, c'est-à-dire possibilité de boire de l'alcool, ce qu'on leur refusait souvent. Leurs engagistes leur refusaient souvent. Et puis, ces employés néo-hybridés étaient souvent en proie à des crises de spleen, de mélancolie, de tristesse, voire de dépression, ce qui les amenait à commettre, face à un petit différend avec leur engagiste, à commettre l'irréparable. Je suis arrivée chez ma grand-mère, c'était au mois de mars 1939. Ma grand-mère m'a dit, voilà où ça a eu lieu, le grand-père il a été tué. Elle me racontait comment le crime avait eu lieu, quoi. C'était du plancher. Alors vous pensez bien que les marques de sang restaient encore, parce qu'ils avaient lavé, mais c'était imprimé dedans. Cette pièce où il y a eu le crime, il ne fallait pas que je marche vite, il fallait que je respecte, c'était son cimetière. Il y avait la table où ils ont été assassinés, toutes les photos, et toujours fleuries. Ma grand-mère, pour moi, c'était une sainte. Elle était plus croyante, pourtant elle a été élevée chez les sœurs. Elle n'a plus cru en rien du tout. Plus cru en rien du tout. À chaque fois que je parlais du bon Dieu, elle disait « Oh là 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 là, ne dis pas le bon Dieu ». Tu sais, elle ne voulait pas. Elle ne voulait pas parler de ça. Et un jour, le curé est arrivé et il lui a dit « Madame Hamann, il faut quand même qu'Eliane, elle vienne au catéchiste ». Elle lui a dit « Je vous défends de mettre un pied sur mes escaliers. Mais Madame Hamann, vous savez, si vous avez tout perdu, c'est Jésus-Christ qui a appelé vos enfants. » Je dis « De quoi? J'en avais besoin de mes enfants. » Mais oui, mais lui, il n'en a pas besoin là-haut. Moi, j'en avais besoin. Elle est là, alors, foutez dehors. Elle dit « Je vous défends de venir ici. » Quand j'étais enfant, on entendait parler de cette histoire, mais
Je réalisais pas que c'était dans ma famille. Et c'est vers mon adolescence à peu près que là vraiment j'ai rencontré mon arrière-grand-mère. Et que vraiment, elle racontait l'histoire du crime, elle nous le racontait. Une fois, on était allé à Méharet, à sa maison. C'était des planches, il y avait encore des traces de sang. Il y avait un grand tapis noir qui recouvrait la table. Et il y avait des cadres, des photos de tous ces disparus là. Et elle nous expliquait tout. Voilà, un tel était à cet endroit et tout. Là, je m'étais mise devant la porte pour sauver le petit Paul, là, le bébé. Quand c'était une réunion de famille, elle racontait son histoire. Elle parlait de mes biens, parlait d'elle. Et elle racontait le crime, elle en parlait. Elle me faisait peur, mais j'étais toute petite et c'est vrai qu'elle était elle, très âgée. On allait la voir aux Petites Sœurs des Pauvres. Elle était impressionnante. Après, quand elle est décédée, je crois qu'on nous avait dit qu'elle était partie au ciel. Donc l'anecdote qui me revient, c'est qu'à chaque fois qu'on voyait un avion passer dans le ciel, on sortait dehors dans le jardin et on criait « Méméaman !» Voilà, c'était les souvenirs. J'en avais pas peur, mais elle était impressionnante. Nous, l'histoire qu'on nous disait, c'est qu'elle était tombée d'un arbre. En fait, c'est elle qui disait qu'il fallait nous dire ça. Voilà. Il ne fallait pas du tout qu'on soit au courant, enfin, en tout cas, quand on était petit. Je pense que j'étais peut-être pré-ado. Et où la première fois que j'ai entendu, dans ma tête en tout cas, c'était plutôt ah, on a une ancêtre, c'est une héros, quoi, enfin, une héroïne, pardon. Notre ancêtre, c'est vraiment une badass, parce qu'elle a sauvé un bébé et pour ça, elle s'est fait couper le bras. Donc jamais, en tout cas, il y a eu de honte, de... Après, bon, c'est quand même assez choquant, mais oui, c'était plutôt de la fierté, quoi. Moi, je trouve que maintenant, il faut enlever tous ces tabous là qu'on a dans nos familles, quoi. Il faut pas avoir honte, en parler et tout. Et puis, pour moi, il faut s'approprier cette histoire et puis essayer de réhabiliter un peu tous nos ancêtres là, se renseigner sur tout ce qu'ils ont fait. À Nouméa, on peut citer toute l'édification de la ville de Nouméa, la butte Conneau qu'il a fallu enlever pour créer la ville, les adductions d'eau et les constructions comme la cathédrale, le temple, plus le travail sur les constructions des routes, des transversales, le travail sur la mine et après les concessions agricoles. Tout ça, c'est des édifices faits par les bagnards, même si on ne sait pas si c'est vraiment notre ancêtre qui l'a fait, mais c'est le bas et les bagnards. Il faut valoriser cette histoire. Pour moi, il faut valoriser. C'est une histoire qui reflète bien la violence qui entourait ces familles issues de la colonisation pénale. On s'aperçoit que les choses de cette aussi dramatiques, je dirais pas sont légion, mais sont nombreuses. C'était un climat de violence. Je dirais que c'était particulier au centre de colonisation pénale, parce qu'au cours de mes recherches en histoire, j'ai également découvert des choses similaires qui s'en déroulent à Pointe-Brute, mais également à Ouégoire. Les médias n'étaient pas nombreux, où les choses n'étaient pas toujours racontées. Il y a eu ensuite cette chape de plomb qui a entouré toute histoire venant du bagne. Donc ça a contribué à oublier ces choses, mais il n'empêche que dans chaque centre de colonisation pénale, c'est-à-dire là où on a installé des familles de bagnards, vous aviez des drames de cette intensité assez nombreux. Je n'ai pas parlé de ça, jamais. Non, mais jamais c'est venu sur le... C'est aujourd'hui, vous voyez, voilà. Vous me posez la question, moi je dis, on a fait tabou de tout ça. On se doit d'en parler, parce que c'est un vécu, ça, quand même. Ces gens-là l'ont vécu. Moi, mon grand-père, il a vécu le bagne. Si on sait des choses sur le bagne, autant le dire. Pourquoi le cacher? C'est pas... Moi, pour moi, je pense qu'on devrait en parler, et beaucoup plus. Ceux qui vont venir après nous, plus tard, ils sauront qu'au moins, il y a eu ça, et puis qu'on l'a vécu. Parce qu'en Calédonie, on l'a vécu, le bagne, pour Dieu.